Journal de Pierre Loti, 1983. Kareşmiş, note en turc, j'ai fait une erreur. Avec le point d'interrogation, c'est une question, deux points. Ai-je commis une erreur? Puis il y a une dédicace en début de page, qui est la suivante, guillemets. Il y a deux sortes de poètes, ceux dont on devine les ailes lorsqu'ils marchent, et ceux dont on sent toujours les pattes quand ils essaient de voler. Fin de guillemets. Note, son nom d'auteur, même si l'on pense inévitablement à l'albatros de Baudelaire. Guillemets. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Fin de guillemets. 1er janvier. Un matelot vétéran vient me réveiller. J'ouvre les yeux dans un grand lit à rideaux jaunes, dans une grande chambre nue où passe un rayon de soleil. C'est le logis de l'officier de garde à la direction du port, et c'est Rochefort, mon pays. On m'allume un grand feu de bois de démolition de navire, qui flambe joyeusement et je m'habille. Puis je descends au bord de la Charente, faire partir la canonnière de service de rade. Le temps calme et tiède comme au printemps. Un beau soleil luit au ciel, chauffe le port, la rivière et les prairies. Ce début semble annoncer une bonne année paisible qui se passera au foyer. Au logis, je suis seule sous la garde de Mélanie. Ma mère et ma vieille tante sont à Marennes. Jamais encore je n'avais habité seule cette maison de mon enfance. Note, Mélanie est la servante. Dimanche, janvier. À 4 heures, j'arrive à Marennes, une permission de quelques jours. Encore un temps tiède et pur. Tout le monde est à m'attendre au bout du jardin, à l'entrée du chemin de Rochefort. Ma mère, ma vieille tante, ma sœur, Ninette, Armand. Il y avait un peu plus de 6 mois que je ne les avais vus tous. On ne se croirait pas en hiver, tant ce soleil est beau. Italique, une lettre. Chère Oirda, j'userai ce soir de la permission que vous m'avez donnée de ne pas vous écrire longuement quand je n'y aurai pas le cœur. Voyez-vous, ma vie à moi s'épuise à remonter une sorte de rocher de Sisyphe qui sans doute dans un avenir prochain m'écrasera. Quelquefois, quand je l'ai fait remonter bien haut, je m'endors dans une espèce de paix. Alors on me voit vivre comme tout le monde et rire assez gaiement. Je me réveille et le retrouve là, redescendu tout près de ma tête. Et je suis si las de cette lutte que l'envie me prend de ne pas bouger, de le laisser tomber sur mon front pour en finir. 14 janvier, plus 14 jours. Aujourd'hui 33 ans. Passé tout le jour avec Ninet dans les bois de la Gataudière. Il fait un temps de printemps, jamais je n'avais vu hiver pareil. Il y a des graminées fleuries, des pentecôtes, des chardons, violets, des amourettes et des mouches qui volent. Hier, nous dormions au soleil, étendus sur les dunes au bord de la mer. 20 janvier, Rochefort, plus 6 jours. Un grand bal chez les Bouffards. Ninet fait son entrée dans le monde et danse jusqu'au matin. On la trouve bien jolie. 24 janvier, plus 4 jours, italique, une lettre. A. Oirda. Je n'ai repris aucun espoir, j'ai repris une espèce de courage seulement, le courage égoïste et féroce de ceux qui veulent vivre quand même. Vous savez, il y a des gens dont un mal rongeur emporte la moitié de la figure et qui trouvent encore le moyen de rire. Quand je rirai tout à fait moi, ce sera un mauvais rire, et il ne me restera pas beaucoup de bon dans le cœur. Je suis de service cette nuit dans l'arsenal, et vous écris dans le logis de l'officier de garde que j'occupe jusqu'à demain. Il n'y a pas de solitude, de silence plus complet que ceux des arsenaux de la marine la nuit. Tout le monde dehors, toutes les grilles fermées, les rats se promènent sur les navires, sur les chantiers vides. Le canon de retraite, une fois tiré, personne ne peut plus arriver jusqu'à moi et moi-même. Je ne peux plus communiquer avec le monde extérieur qu'au moyen d'une série de mots de passe, répétés de sentinelle en sentinelle jusqu'aux portes. J'ai fait faire un très grand feu, bien qu'il ne fasse pas froid.
J'aime les grands feux la nuit. Les grosses bûches qui flambent devant moi sont des débris de navires et ont eu leur vie d'aventure. Saturées de goudron et de tous les sels de la mer, elles brûlent avec des flammes vertes, des flammes violettes d'iode, de petites explosions et des jets d'étincelles. Si vous saviez, Oirda, tous les souvenirs de partout qui viennent me trouver, dans ce grand calme et toutes les choses que j'écrirais, si cela ne me lassait pas tant. Écriture droite. L'hiver, très doux. La vie, très paisible. Les longues soirées de garde à la direction du port. Soirées commencées de bonne heure à la tombée de la nuit, quand la longue procession des ouvriers a fini de passer devant ma porte, que les grilles sont fermées, le canon tiré, le silence et l'obscurité descendus sur le vieux port endormi, longues soirées de solitude et de recueillement, pendant lesquelles je travaille à ce livre, où j'ai mis et je mets beaucoup de ma vie. Frère Yves. Note. Jusqu'à son départ pour l'Asie, Loti abandonne presque complètement son journal, où il conserve toutefois des doubles de lettres, en général non datées et incomplètes. Nous les présentons dans l'ordre du manuscrit. Loti écrit alors Mon frère Yves. Une lettre, le début manque, italique. Ma nièce, aux charades. Nos huguenots ont ahuri notre bon petit public de province. Valentine, note, Valentine de Saint-Brie, comtesse de Nevers, amoureuse de Raoul de Nangy, dans les Huguenots de Meyerbeer, rôle tenu par Ninet. Nos Huguenots ont ahuri notre bon petit public de province. Valentine était ravissante, encore plus svelte, avec son corsage à mancherons, sa longue traîne de soie blanche, tous ses cheveux dénoués, très saisie du reste de son personnage. Les chœurs restaient dans la coulisse, la reine de Navarre qui chantait elle aussi pour utiliser ses loisirs en attendant le moment de paraître, détonnait d'une manière tout à fait notoire. Cependant, on nous prenait à peu près au sérieux jusqu'à l'arrivée des meurtriers. Alors, un succès de fou rire inimaginable, et nous sommes tombés sous les balles meurtrières absolument pâmées. Vous voyez quelquefois madame d'Aussonville? Note. La comtesse d'Aussonville, femme de Gabriel d'Aussonville, écrivain et homme politique. Reprise. Il m'est revenu par monsieur Hautfeuillet qu'elle aimait beaucoup Loti. Je serais curieux de savoir si c'est vrai. Je m'inquiète un peu de votre ami de Genève. Pardon de vous dire cela. C'est une recommandation inutile, j'en suis sûre. Mais je vous en prie, ne lui dites jamais un mot des voyages que je pourrais faire là-bas. Il est admis que ces choses-là ne nous compromettent pas, nous autres hommes, mais je ne suis pas seule en cause. Vous avez bien raison de dire, ô Irda, que cette correspondance si régulière ne durera pas longtemps. J'en suis étonnée moi-même. Vous êtes arrivé juste à point nommé dans ma vie. Mais c'est égal. Même si nous continuons à être amis, je ne crois pas que je continue tant à vous écrire. Parenthèse. Vous devez remarquer que je barbouille de plus en plus. C'est le privilège de mes très anciens amis de recevoir des lettres absolument illisibles. Fin de parenthèse. J'hésite à vous envoyer cette photographie faite pour vous. Tous ceux qui l'ont vue, jusqu'à Mélanie et Moumoute, note la chatte, crient à l'abomination. Le fait est que la lumière très dure exagère les défauts déjà trop certains. C'est une charge, et une charge cruelle, parce qu'elle est ressemblante. Il serait peut-être bon cependant que vous fussiez soumise à cette épreuve-là. Je réfléchirai d'ici vendredi. Votre Loti. Jeudi soir. Italique. Suivant vos instructions, j'ai attendu jusqu'à aujourd'hui pour expédier ma lettre, n'ayant reçu encore aucun ordre de départ pour l'escale. Je commence à espérer que cette coupe passera très loin de moi. Si cela ne dérange pas vos projets, pourriez-vous remettre votre voyage à La Rochelle après le 15 avril? D'abord, il ferait encore plus beau, et puis surtout, je serais bien plus libre à ce moment-là.
Voici le cérémonial que je vous propose. Et ne vous récriez pas parce que c'est incorrect. Vous comprenez bien que cela ne peut être autrement. Et alors, un peu plus ou un peu moins, qu'est-ce que cela nous fait? Qui le saura? Manque la fin. Lettre suivante. Manque le début. Italique. Prenons pour base que je n'ai rien fait qui mérite de me faire perdre votre confiance. Je ne suis pas coupable de ma découverte. Je vous donnerai cette explication si vous l'exigez, mais je vous demande de m'en tenir quitte pour aujourd'hui. J'aime mieux répondre à vos questions sur Moumoute. Elle est blanche avec une calotte, un manteau, une queue noire. C'est une chatte angora de 2 ans, très jolie, mais le sachant trop, très intelligente, comme tous les bêtes dont on s'est beaucoup occupé, câline, capricieuse. N'admettant pas qu'on la laisse seule, elle a remplacé l'autre, la vraie Moumoute, que j'ai enterrée moi-même, hélas, sous un arbuste dans ma cour. Cette première moumoute était née à Saint-Louis du Sénégal, d'une très sainte chatte blanche appartenant à la supérieure des sœurs de la sagesse. Son père putatif était un chat sauvage de race Yolof, qui avait des allures de bandit. J'ai été interrompue au Irda par l'entrée d'une canonnière dans le corps. Il a fallu aller la recevoir avec des fanaux, faire sortir l'équipage de l'arsenal avec les mots de passe, etc. Je vous parlais de Moumoute du Sénégal. Eh bien, elle devait à cette origine d'être une personnalité à part. Blanche et soyeuse, elle avait la tête conformée comme celle de son père, et surprenait beaucoup les chats de ce pays-ci par ses allures sauvages. À bord, là-bas, en Afrique, elle couchait dans le bonnet de mon spahi, était servie à table à côté de moi, adorait des matelots, me tenant compagnie sur la passerelle pendant le quart, sous le soleil, sous la pluie, sous les coups de mer, n'ayant d'autre ennemi que mon singe Boubou, qui avait la manie de la tirer par la queue. J'ose à peine vous dire que quand elle est morte, ici à Rochefort, à la fleur de l'âge, en me jetant un regard d'une expression humaine, je me suis sauvée me renfermer dans ma chambre, croyant que j'allais pleurer. Ô Irda, vous ne ferez pas ce dont vous me menacez, venir ici sans m'avertir. Si vous faisiez cela, comme je vous jouerais d'autres tours, moi après. D'abord, vous ne sauriez jamais trouver le parc abandonné, qui est fort loin, en allant vers Marennes. Et puis, vous ne pourriez voir de ma maison que l'extérieur bien modeste, bien provincial, dans un quartier retiré avec mon nom écrit sous la sonnette. Si je vous croyais capable de cela, pourtant, je ne sortirais plus que masqué. Quant à entrer chez moi pour me voler des roses à mon mur sans que je le sache, par exemple, je vous en défie bien. Pourquoi ne viendriez-vous pas tout simplement me faire une petite visite? Est-ce bien impossible? Je pense au personnage qui vous a si bien renseigné sur moi. C'est probablement Hubert du Monde Illustré. Vous devez le rencontrer aux soirées de Bulloz. Note Charles Bulloz, le directeur de la revue des Deux Mondes, fondée par son père François Bulloz. Le rencontrer aux soirées de Bulloz où vous allez, je crois, et où Lottie est fort maltraité, à moins que ce ne soit monsieur Octave Feuillet. Autre lettre, le début manque. À moi, si j'en ai, sont un ramassis de superstitions prises un peu partout, et mon plus grand Dieu, c'est le soleil. Ensuite, dans ma famille très huguenote, le rameau de Pâques a été introduit par ma petite nièce, qui aime cet usage pour les mêmes raisons que vous. Je suis cependant restée attachée au protestantisme, par tradition de famille, par respect pour mes ancêtres persécutés, exilés en Hollande et ailleurs. Je vous prie instamment de me dire tout de suite quels sont ces passages de fleurs d'ennui qui vous déplaisent. Je ne suis pas susceptible avec les gens qui me plaisent. Il y a moyen de tout me dire, en sachant s'y prendre. J'attends cela dans votre prochaine lettre. Les conseils d'une femme me seraient peut-être utiles et me renseigneraient sur l'effet que certaines phrases peuvent produire sur les autres femmes. Je n'ai jamais que la censure de Plumequette,
pou, 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 de pluquettes avant de me livrer au public. Je suis persuadée que mon nouveau livre ne vous plaira pas, et je n'ose pas trop vous demander de lire le manuscrit. Auriez-vous ce dévouement-là? Savez-vous qu'un livre perd toujours beaucoup à être lu ainsi? Le peu de charme que vous y trouveriez peut-être en le lisant imprimé vous échappera entre les lignes manuscrites. Et puis, il n'est pas dit que je tienne compte de vos conseils. Il y en aurait pourtant d'utiles, je n'en doute pas. Si je vous l'envoyais, ce serait en 3 ou 4 fois, et je ne pourrais faire le voyage que recommandé, ce qui créerait pour vous une difficulté très grande pour le recevoir. Répondez-moi à tout cela, je vous prie. Demain je pars pour ma reine, jouer des charades pour amuser une petite nièce. C'est sa grande distraction du moment et je me laisse conduire. Je reçois d'elle tout à l'heure une lettre terrifiante. Elle a introduit dans la charade projetée l'interrogatoire des Huguenots avec des arquebuses, de la poudre, un tapage infernal. Et elle m'annonce que c'est moi qui jouerai Marcel et elle Valentine. Il faut que d'ici demain j'aie appris ma partie et fait fabriquer mon costume. Voyez si j'ai du temps à perdre. Votre Lottie. Fin de la lettre. À la fin de mars, Jousselin vient de Toulon passer 8 jours avec moi. L'hiver arrive avec lui, il neige pour la première fois de l'année, et toutes les plantes s'arrêtent et meurent. Italique, lettre. Je mets aujourd'hui à la poste la deuxième partie de Mon frère Yves, à votre adresse, Oirda. Après, je vous laisserai tranquille quelque temps avec ma petite histoire. Je repense à notre entrevue si prochaine, et j'en ai une peur affreuse. Voici mon profil. N'est-ce pas que vous ne vous y attendiez pas et que c'est déjà une préparation cruelle? Je crains de vous avoir paru bien égoïste dans ma dernière lettre avec ma façon de comprendre votre amitié pour moi, mais j'ai mal dit ce que je voulais dire, je me dépêchais trop. Vendredi 20 avril. La visite d'Oirda. Les roses sont notre signe de ralliement. Note, Oirda, la rose, en arabe. Reprise. Mon petit matelot, Pierre Renoir, une rose à la boutonnière, s'en va l'attendre à la gare avec une voiture. Un bouquet de roses au corsage d'Oirda qui arrive par le train de 1 heure. Ils se reconnaissent et Oirda monte en voiture. Toute vêtue de noir, un voile noir très épais, un vrai masque sur la figure, elle arrive à la maison où je l'attends vêtue de blanc. À l'entrée du salon, sur la marche, elle trébuche. C'est drôle, cette entrevue. Ensuite, elle ôte son voile et nous devenons assez bons amis et nous dînons ensemble, servis par Mélanie. 25 avril plus 5 jours. Notre grande représentation des Huguenots devant un public nombreux et choisi. Les répétitions, les costumes nous avaient amusés 15 jours. Jeudi, le lendemain, 2 heures. Italique, lettre. 2 ou 3 mots seulement pour marquer notre vendredi. Oirda, je viens de fermer le temps que vous m'avez envoyé. Je garde votre livre pour ce soir, pour ma nuit dans l'arsenal. Je suis sous le charme. Je n'avais rien lu de Renan. Guillemets. Cette soif qui n'est étanchée que par les baisers de l'être naïf en qui la nature vit et sourit. Fin de guillemets. Comme je la connais. Mon mariage avec la fille du pêcheur et tant d'autres amours pareils dont le souvenir est en moi. Hier au soir, nos Huguenots très réussis. Cela vous eût amusé. Je vous enverrai la photographie du groupe pendant la vision. Mon petit matelot, note Pierre Renoir, en Raoul, habillé, ganté, peigné, peint par moi comme une poupée, faisait un ravissant seigneur très digne de Valentine. Il a eu un succès d'admiration et a intrigué tout le monde. Je l'avais amené, comme un ami venu de Paris, désirant garder l'anonyme. On lui a fait de beaux saluts qu'il a rendus sans sourciller. C'est ce qui nous a le plus amusé dans la soirée, ma petite nièce et moi. Demain, il en sera bruit dans Rochefort, et on oubliera la visite de Sarah Bernard au jeune auteur. Ce matin, une bonne lettre de Pierre d'Athènes, et une de madame Ker-Doncuff, me rappelant avec 1000 grâces le temps où j'habitais Brest, dans ces quartiers, et me demandant de l'argent.
Je veux vous envoyer cette lettre parce qu'elle est bien drôle et que vous rirez. Je n'ai pas encore pris le train de 1 heure et demie. Note, allusion au train que Lottie prenait à Paris pour se rendre à Paimpol à ses rendez-vous amoureux. Reprise. Je n'ai pas encore pris le train de 1 heure et demie. Après le départ de ma nièce, sans doute. Et puis j'irai à Paris voir ma fiancée. Vos roses toujours fraîches, Moumoute un peu souffrante, Suléma très bien, c'est tout ce que j'ai à vous conter. À ce soir votre livre, je suis sûre que je l'aimerai. Si vous n'avez pas encore fait ma petite commission, voici. J'aimerais mieux un seul objet, le moins piètre possible, toujours pour la même somme modique. Mais si c'est déjà fait, et s'il y en a 2 ou 3, ce sera très bien tout de même. Pardon d'abuser de vous, mais nous sommes aux abois pour garnir cette malencontreuse boutique. Et vous savez, pour ces choses de charité, on a le droit d'ennuyer un peu ses amis. Merci de la peine que vous prendrez. Lottie, autre lettre, italique. Le début manque, sans doute à Oirda. Me réveiller de grand matin. Tenez, avant de me coucher, je vais vous conter quelque chose qui m'a rendu triste toute la soirée. Vous savez mon petit matelot avec sa belle jeunesse épanouie. Je me le rappelle hier au soir avec son beau costume sombre, ses gantelets, assis dans un grand fauteuil Henri II. On l'admirait et moi je m'amusais. De ce fils de pêcheur transformé par moi en un Raoul superbe avec un peu d'antimoine et de poudre de riz. Mais lui était affreusement triste et dissimulait mal une angoisse. Il avait fait brûler la houppe avec laquelle je l'avais poudré, de peur, sans doute, que je ne m'en servisse après lui. C'était sa dernière heure peut-être de charme et de jeunesse. Aujourd'hui, après ma lettre à vous partie, il est venu en pleurant me prier de brûler diverses choses à moi lui ayant servi, m'avouer la certitude d'un mal horrible qu'il cachait depuis 3 ou 4 jours, de peur de faire manquer la représentation. Un mal pris dans la Casbah de Rochefort. Note. Périphrase pour désigner le quartier de la prostitution. C'est dans la Casbah d'Alger que les 3 marins basques attrapent la syphilis, dont l'un d'eux va mourir. Les 3 dames de la Casbah. Reprise. Un mâle pris dans la Casbah de Rochefort. On vient de l'emmener à l'hôpital et cela semble très grave. Le poison l'aura sans doute bientôt imprégné partout. Je ne sais comment expliquer à tous l'effondrement de ce pauvre Raoul, qui ne doit plus reparaître à aucun prix. C'est drôle de vous raconter cela, mais je suis depuis ce soir sous cette impression pénible. Dimanche 8 mai. Vente de charité au jardin public. Ninet et moi dans la boutique Leps. Le surlendemain, je pars pour Paris. À Paris, des journées agitées. Traité avec la revue des Deux Mondes pour le frère Yves qui n'est pas terminé, vu les amis Daudet, Madame Adam, Oirda, le vendredi 13, nous continuons d'être bons amis, rentré à Rochefort le 15 mai à 7 heures du matin. Mardi 18 mai. Le vrai temps délicieux de renouveau, la vraie fête de fleurs et de soleil. Je me laisse prendre encore et toujours à tout cela. Autour de moi, dans le passé, dans le présent, tout en ce moment s'apaise, prend des couleurs moins sombres. Dans la cour fleurissent les roses blanches, les iris jaunes, et la tortue, au beau soleil, trotte avec Moumoute. Le matin, les hirondelles font tapage, le soir, les chouettes chantent. Un service tranquille, mais un peu mélancolique, celui qu'on m'a donné à la direction du port, pas d'armement en vue et de beaux projets pour cet été, une attente délicieuse d'amour. Rochefort, dimanche soir, italique, lettre. Pardonnez mon étourderie, Oirda. Je viens de vous écrire une lettre longue, elle est là, enfermée dans une enveloppe qui porte votre nom arabe, et au moment de l'expédier, je m'aperçois que j'ai oublié le nom de votre ami. Je cherche partout dans vos lettres. Il me semble qu'une fois vous l'aviez écrit, impossible de le retrouver. Je crois que c'est Madame Verne. Alger, 6 juin, plus 12 jours. Italique, lettre à Alphonse Daudet. Merci de votre mot de bon voyage que je n'espérais pas. Je vous aime réellement. Depuis surtout cette heure passée avec vous, à ce dernier passage dans votre Paris. Nous nous étions à peine vus jusque-là, et on a beau faire, on ne se lit pas, on ne s'aime pas par lettres. Je suis assez grisée par l'Afrique, comme toujours. Ce retour dans ce pays me trouble d'une façon absurde à mon âge.
J'ai passé ma journée chez Khadidja et ses 2 filles, dans le mystère de leur cour blanche. Note: les 3 dames de la Casbah, Khadidja, Fatma et Fiza. Je mets plein ma lettre de ces fleurs qui viennent de chez elles. Elles vous porteront peut-être la bonne odeur d'Afrique. Pardon de mon papier qui est celui d'un café d'Alger. Je vous écris le soir en plein air, il commence à faire nuit. Je n'abuserai pas de la permission de vous écrire, ne vous inquiétez pas trop de ce début. Votre Lottie. Écriture droite, reprise du journal. Puis la mer devint plus bleue, le ciel plus limpide, le soleil plus chaud, et l'Algérie parut. Et, comme toujours, m'enivra. Je ne sais pas rendre par des mots ce charme d'Alger, qui est rempli des souvenirs de ce printemps de 1880, le plus radieux de ma vie d'homme. Je ne sais pas dire pourquoi ce pays, ses senteurs, cette vie arabe, me grisent délicieusement, plus peut-être qu'aucun autre pays de la terre. Et puis c'était charmant, cette étape fugitive et un peu inattendue et si courte avant l'enfer jaune. La douce flânerie sous les arcades blanches, avec Si Mohamed, les nuits de la Casbah. Une certaine nuit, surtout après une soirée passée tout en haut de la ville arabe, au milieu d'une danse assourdissante de nomades arrivés des confins du désert. Ces bruits de la nuit dans la Casbah, ces senteurs d'encens et d'oranger, ces grands yeux peints des mauresques, et puis, le dernier matin de notre relâche, le matin du départ, après une nuit passée à finir fiévreusement la 3e partie de mon frère Yves. Si Mohamed et Elachmi Ben Lounis étaient venus me chercher à bord à 9 heures pour m'emmener avec eux déjeuner à la pêcherie au bord de la Méditerranée. Je n'ai jamais vu resplendissement de lumière et joie de soleil comme ce matin-là. Au retour, vers midi, comme nous traversions sous la grande chaleur la place Blanche, la grande place d'Alger, Elachmi Ben Lounis me disait, guillemets, j'ai été dans votre pays, en France, il y fait très beau et très chaud l'été, mais jamais, n'est-ce pas, cette lumière-là, fin de guillemets. Et puis, il me questionnait, il au pluriel, sur ces lointains pays d'Asie où je m'en allais et qui leur semblaient des pays de rêve. Ils viennent tous deux, Si Mohamed Saïd et Lachmi Ben Lounis, me reconduire jusqu'à bord, et à 1 heure, l'Atalante appareilla pour traverser la Méditerranée chaude et bleue jusqu'à Port Saïd. Juin. Port Saïd, un grand capharnaüm de toutes les nations, avec un fond d'Égypte et des infinis de sable. Quand nous arrivons dans le port, un petit enfant marronite, qui est là dans une barque, porte sur son chapeau un ruban de la triomphante. Alors j'interroge chez Jean, le père de cet enfant, Joseph Michel. La triomphante est passée depuis 8 jours. J'avais eu un espoir de voir mon pauvre Pierre expédier lui aussi au Tonquin sur cette triomphante. Allons, il faut y renoncer. Une nuit étrange, enfiévrée, avec une femme fella, belle comme une déesse, là-bas, dans le village égyptien, sur les sables. Traverser l'isthme de Suez, dans un éblouissement de soleil, en travaillant avec une obstination acharnée à finir la dernière partie de mon frère Yves qu'il faut absolument expédier de Suez. Je vois à peine ces sables scintillants des pays de Moïse, ces mirages, ces longues files de chameaux sur les berges, ces petits villages invraisemblables noyés dans les lauriers roses au milieu du désert aride. Juin italique. Lettre à Émile Couvillon. Au mouillage dans les lacs amers d'Égypte à mi-chemin entre Port Saïd et Suez, 4 heures du matin. Imaginez cette fin de nuit, 4 heures du matin. Imaginez cette fin de nuit d'une nuit fiévreuse de travail, commencée à 8 heures du soir. Il fallait coûte que coûte achever ce pauvre frère Yves pour l'expédier ce matin de Suez, et il est achevé. Un pauvre arabe est près de moi, loué hier à Port Saïd pour m'éventer. Lui aussi a passé sa nuit à ce travail. Je l'avais connu jadis à Stamboul, dans une quasi-splendeur. Le retrouver, l'entendre me parler cette langue oubliée, me demander ce qu'est devenue la Hanoum, la dame, qui était avec moi là-bas,
Tout cela me fait le mal étrange que vous pensez. Dans quelles conditions j'aurais fini ce frère Yves? J'ai la tête pleine du souvenir d'une femme fella que j'ai eue hier à Port-Saïd. Vous savez, ces femmes jeunes enveloppées dans de longs voiles bleu sombre. Il y avait longtemps que j'en voulais une et c'était difficile, une vraie du désert. Si vous saviez cette façon de se livrer, cette noblesse superbe en s'abandonnant, tout cela est l'indice d'un idéal charnel, très supérieur qu'ont ces créatures, et que nous autres d'Occident, nous avons perdu. La nuit qu'il fait maintenant à 4 heures, si vous la voyiez, vous seriez très saisi. L'eau bleue, les sables et les montagnes roses, la lune d'argent, de très petits nuages comme une poussière de nacre, tout cela éclairé avec une intensité qui vous est inconnue et en pleine nuit. Quand on revient dans ces pays, on se croit à ces instants des féeries où la lumière électrique donne avec les feux de Bengale à l'approche des apothéoses. Si vous étiez ici près de moi, vous diriez qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce que les choses resplendissent de cette manière? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il n'y a rien. C'est l'Égypte qui est ainsi. Autour de nous, il n'y a que le désert de Moïse, les sables roses, le petit lac perdu où l'Atalante est mouillée, et je suis le seul éveillé à bord avec l'Arabe qui m'évente, l'ancien voisin de Stamboul. Et puis, il y a les sauterelles, les cigales, un bruit dont vous n'avez pas l'idée. Rien des nôtres de France. Rien des nôtres de France, des sonorités de cristal assourdissantes. Il y en a partout dans la nature. Elles nous ont pris d'assaut, elles chantent à tue-tête comme affolées de joie et de chaleur. Dans 1 heure, il fera jour. Ce sera une autre splendeur. Nous partirons et à midi nous serons en mer Rouge. Je laisserai au pilote ma lettre et mon pauvre manuscrit, sur lequel je n'ai plus aucune appréciation. Je tombe de fatigue et de sommeil, mon pauvre arabe aussi. L'épouvantail ne va plus, mais les cigales font leur bruit plus affolé que jamais. Le pays de Moïse, royaume, avec une splendeur mystérieuse. Écriture droite, le journal. La ville de Suez, encore inconnue, m'apparaît le matin du second jour, dans un étincellement d'invraisemblable lumière. J'expédie mon frère Yves, fini, coûte que coûte, dans la nuit d'avant. Et nous commençons à descendre la mer Rouge, et la chaleur augmente, et le bleu du ciel se ternit de sable, et on ne respire plus. La nuit, les étoiles changent. La croix du Sud monte lentement dans notre ciel, et je la revois paraître avec une émotion de lointains souvenirs. La nuit, pendant le quart, le pilote Mohamed, en robe rose, me conte l'histoire de ces femmes de Suez et de ces femmes d'Aden. C'est SES. L'ami Pierre Skoarnek apporte sur la passerelle les grands seaux pleins d'eau froide où on se plonge la tête pour ne pas sommeiller. On veille presque nu, et le quart fini sur une natte à la belle étoile, on s'endort. Pendant les journées brûlantes, une grande brise chaude, chargée de sable et de sauterelles, nous poussant de l'arrière, on reste immobile accablé à l'ombre sous les tentes. Avec Adelu, mon meilleur camarade nouveau, songeant au pays qui s'éloigne derrière nous, à nos mers, à l'inconnu qui nous attend là-bas, durant ces heures terribles, nous chantons à 2 voix monotones le vieux chant breton. Sur 90 hommes longs là, un seul il est resté, et digue dont m'a doué. Note, cette chanson de marin fait allusion à un naufrage très meurtrier à proximité de la Bretagne. Suite. Toujours celui-là comme des automates, jamais un autre. Longtemps ce chant nous rappellera la mer Rouge. Aden, 1 jour et demi d'arrêt, puis nous entrons dans la mer des Indes par un coup de vent, très grosse mer, ma chambre remplie d'eau. Le beau temps revient, on éteint les feux de la machine, et nous commençons une douce navigation sous voile, par brise égale, temps tiède et pure, de la vraie marine comme celle qui charme et vivifie. Les voiles se tissent lentement sur les choses passées, l'oubli vient, et un beau jour,
La grande île de Ceylan, l'Inde, apparaît devant nous. Comme je me suis de nouveau fait à ma vie de bord, à un ciel des tropiques, j'ai repris mes habits blancs et ma peau noire, mes cheveux ras, mes pieds nus, mon éventail. Je suis un autre ici, un autre qui a déjà existé et que je reconnais. Mon passé de France se recule dans un étrange lointain. Très occupé à bord, on m'a naturellement confié la gymnastique, la boxe, tous ces arts-là. Je me suis composé dans les gabiers une bande qui a de bonnes dispositions et qui m'amuse. Je vis physiquement et ne pense plus guère. 11 juillet, le mois suivant. Sous une véranda, à l'abri d'une voûte d'arbres immenses, il pleut par torrents. C'est l'Inde. Sur la voûte verte, il y a une telle épaisseur de nuages qu'on est emprisonné dans une espèce de nuit. La terre est jonchée des feuilles et des fleurs tombées des arbres. Les passants assez rares ont des yeux très grands, comme les idoles hindoues et des cheveux longs, noués en chignons de femme. Ils marchent gravement sous l'ondée, avec des parapluies chinois tout peinturlurés. Ils retroussent très haut sur leurs jambes jaunes leurs pagnes, qui ont des dessins de cachemire. Près de moi, un charmeur fait danser au son d'une manière de chalumeau un grand serpent à lunettes, qui se tient tout debout, la tête en cou de cygne, la langue tirée. On sent très fort l'odeur de l'Inde, qui est musquée, très irritante. 11 juillet, 10 heures du soir, même jour, italique, une lettre. À Alphonse Daudet. Je vous écris dans l'Inde la nuit sous la véranda d'une espèce de maison de thé où j'ai campé aujourd'hui, la ville d'or. Il y a 2 êtres assoupis près de moi qui ressemblent aux dieux bleus. Assis sur leurs talons, les mains posées sur les pieds comme se tiennent les singes. 2 jeunes hommes qui ont des yeux de chatte amoureuse et de longs cheveux noués en chignons de femme. Une étrange ambiguïté de sexe. Ils attendent dans un demi-sommeil que j'ai fini et que je m'en aille pour tout fermer et éteindre. Il a plu par torrents tout le jour. Des arbres immenses, tout ruisselants d'eau, font voûte au-dessus de nous. Il y a par terre une vraie jonchée de feuilles et de fleurs. On sent cette odeur musquée et irritante qui est l'odeur de l'Inde. Encore de gros nuages lourds au ciel. La nuit absolument noire. Un dernier chant à moitié endormi arrive de loin d'un temple bouddhiste. Les cigales accompagnent en sourdine, les lucioles se promènent dans le noir comme des étincelles de feu vert. Ces nuits de l'Inde, chaudes, sombres, après les grandes plaines de terre mouillée, les fleurs pâles des bourraos, notes, arbres à fleurs de la famille des hibiscus ou pureaux, des bourraos jonchant les chemins, comme à Tahiti, et les lucioles volant comme des étincelles dans l'air saturé de parfums. Et ce monde nouveau, inconnu, enivrant, et ces regards de velours, des yeux indiens. 12 juillet, lendemain. Écriture droite. Dans l'Inde, encore jusqu'à demain matin. Rentré très tard à bord après une soirée aventureuse. Une cohue indienne, des bayadères, des senteurs de plantes qui grisent, enivré surtout par ces grands yeux de velours des femmes indiennes, même des dernières prostituées, enivré d'avoir tenu pour la première fois dans mes bras une créature de cette race admirable, la plus belle et la plus voluptueuse peut-être de toutes les races du monde. Rentré à bord très tard, traîné, sali, souillé, par toutes sortes d'étreintes, ayant été forcé de me battre comme un matelot embordé, m'étant sauvé, ayant couru dans la nuit comme un malfaiteur, ayant perdu dans la bagarre ma montre à laquelle se rattachaient 1000 souvenirs à laquelle je tenais, écœuré de moi-même mais désirant rester encore, pris par le charme sensuel étrange nouveau de ces créatures. 13 juillet, lendemain. Le matin, la Talente prend le large, par très mauvais temps. Puis revient le grand apaisement de la mer qui efface tout, la vie saine, reposante, sous voile, naviguant comme autrefois nos pères, sans fumée ni machine. Nous traversons le golfe du Bengale, poussé par la mousson du sud-ouest. Une nuit, à 1 heure du matin, les timoniers avaient la consigne de me réveiller bien que je ne fusse pas de quart cette fois-là. Et je monte, m'accoudée seule au bastingage,
regardant les lointains bleuâtres de la mer et de la nuit. C'était le point où, 19 ans auparavant, on avait immergé mon frère. La mer était calme cette nuit-là, la lune un peu voilée, l'horizon très profond du côté du sud. Du côté du nord, au contraire, dans la direction de cette sépulture, des nuages très sombres semblaient peser sur les eaux. Quelques jours après, à une tombée du soleil, la pointe de Sumatra du royaume d'Akem nous apparut splendidement verte dans de la lumière d'or. Puis nous descendîmes le détroit de Malacca. Les premières jonques commencèrent à passer, avec leurs voiles plissées comme les ailes des chauves-souris. Nous arrivions dans l'extrême Asie, nous entrions dans l'enfer jaune. À Singapour, l'odieux grouillement chinois commença pour nous. Singapour, 23 juillet, italique. A-E-P. Dans un café, des murs d'un blanc sale, ornés de chromolithographies représentant la reine Victoria et sa famille. Une table malpropre, qui pue l'eau de vie. Un proxénète anglais tourne la manivelle d'un piano mécanique. Il en sort une polka qui me casse la tête. 2 filles blondes, 2 barmaids, m'adressent leurs agaceries, qui sont du reste absolument perdues. 9 heures du soir. Par la devanture grande ouverte, 2 ou 3 kilomètres de rue droite, avec un flot de voitures, des milliers de lanternes, un torrent qui coule, on dirait les boulevards parisiens aux heures de grande cohue. On regarde et on s'étonne de voir que ce n'est là qu'un étrange et immonde grouillement chinois. Les uns tout nus, de vilains dos jaunes avec des queues qui pendent, les autres habillés comme les magots puant l'opium et le musc. La moitié au moins de ces équipages sont attelés d'hommes coureurs en guise de chevaux. Ceux qui traînent, chinois, nus, la queue roulée en chignon, le chapeau en forme d'abat-jour. Ceux qui se font traîner, chinois aussi, la queue au vent. Se carrant avec des éventails chinoises, les boutiques, les voix, les lanternes peintes chinoises, les voix, les clameurs, les disputes, tout cela jaune, empressé, rapace, simiesque, obscène. Une chaleur lourde, une odeur de sueur jaune, de comestibles immondes étalés par terre, d'encens qui brûle et de fiente, et le musc dominant tout d'une façon irritante, écœurante, insoutenable. Il y a une demi-heure, à 2 pas de cette foule, j'étais dans la grande cour silencieuse d'une pagode hindoue. C'était au clair de lune, un de ces clairs de lune de l'équateur qui sont comme un grand jour rose. La pagode dressait dans cette lumière douce ses dômes multiples, faits de rangées et de pyramides de dieux. J'étais avec un jeune prêtre indien remarquablement beau. Nous allions rendre visite à un dieu très ancien, relégué au fond de cette cour dans une chapelle basse. C'était un dieu à 6 bras, avec une haute coiffure et de grands yeux d'émail. L'impression sinistre et féroce, l'attitude vivante, contournée, tourmentée. Il était là tout seul, en compagnie d'une petite lampe qu'on lui avait allumée sous le nez par déférence. Un grand plat était posé par terre devant lui, rempli de fleurs blanches enfilées en guirlandes et sentant le jasmin. Lettre interrompue. 24 juillet, le lendemain. Autre lettre, italique. À Oirda. Note, laquelle séjourne à La Rochelle en août et est reçue par la mère de Loti. À Oirda. Oirda, un vieux dieu hindou à 6 bras, qui a des yeux d'émail et une expression de férocité sinistre, vous envoie ses fleurs enfilées. Il habite dans une niche de pierre au fond de la cour d'une pagode. J'ai été lui rendre visite ce soir au clair de lune. Il y avait devant lui par terre un grand plat rempli de ces guirlandes qui sentaient le jasmin. Une petite lampe suspendue brillait doucement et éclairait son visage par en dessous d'une manière étrange. Un jeune prêtre indien extrêmement beau qui m'accompagnait s'est baissé pour choisir cette petite guirlande et me l'a remise pour vous de la part du dieu. 3 petits points. Reprise, 3 petits points. Au hasard, je vais vous conter que je reviens de terre conduire un pauvre matelot breton et un compagnon qui vient de mourir à bord d'une insolation, le premier de ceux d'entre eux qui ne reverront pas la France. C'était de bonne heure cet enterrement avant le grand soleil. J'ai éprouvé une émotion en retrouvant ici, à 2 pas de cet immonde grouillement chinois,
le calme d'une église française, le Dieu Irae, chanté par un prêtre missionnaire, dans cette grande nef blanche où j'étais seule avec mes matelots. Par les larges portes ouvertes, on voyait des choses qui ressemblaient à des jardins enchantés, des verdures admirables, des palmes immenses. Le vent secouait les grands arbres pleins de fleurs, et c'était une pluie de pétales d'un rouge de carmin qui tombait jusque dans l'église. Trois petits points. Après, nous sommes allés au cimetière, très loin. Notre petit cortège de matelots était bien modeste, le cercueil recouvert d'un pavillon français. Nous avons traversé d'étranges quartiers chinois, un fourmillement de monde jaune, des faubourgs malais, indiens, où toutes sortes d'êtres invraisemblables nous regardaient passer avec des yeux étonnés. Et puis la campagne, les chemins ombreux, où volaient d'admirables papillons aux ailes de velours bleu, un grand luxe de fleurs et de palmiers, toutes les splendeurs de la sève équatoriale. Enfin le cimetière. Nous avions emporté avec nous une petite croix de bois, faite à bord avec une inscription peinte. L'endroit où nous l'avons mis ressemble à un coin des jardins d'Indra. Note, dans la mythologie hindoue, l'équivalent du jardin d'Éden. Indra, dieu de la guerre et des eaux. D'étonnantes fleurs, des feuillages inconnus et des tombes chinoises, avec des inscriptions multicolores et des petits monstres. C'était un matelot de 21 ans, qui laisse dans le village de Binic, en Bretagne, une mère, une jeune femme et un petit enfant de 2 mois. J'ai eu une autre émotion semblable l'autre jour, quand, en traversant le golfe du Bengale vers 1 heure, nous sommes passés près du point où mon frère a été immergé il y a 19 ans. Interruption de la lettre. 25 juillet lendemain. Écriture droite. Promenade nocturne en pleine campagne, en pleine verdure. Quelle nuit il faisait, comme c'était beau. Des arbres qui jouent nos chênes, nos peupliers, nos magnolias, mais dans des proportions qui nous sont inconnues. Et puis plein de fleurs, de grandes fleurs odorantes, et les fougères et les palmiers. Les palmiers affectant toutes les formes et luisant sous la lune comme des feuillages de métal. D'abord les cocotiers, aux immenses palmes majestueuses, puis les palmiers plumeaux, portant de petits bouquets de plumes frisées tout au bout de tiges si longues, si frêles, de joncs si fins, qu'on ne comprend plus comment ils tiennent. Et les plus étranges de tous, les bananiers éventails, aux grandes feuilles, très systématiquement déployées sur un seul plan, comme la queue d'un dindon qui fait la roue, pareil à de gigantesques écrans de Chine plantés dans les bois. Et la verdure, si verte que même la nuit, sous cette lumière rose de la lune, elle est encore d'un vert admirable. Tout ce soir, je me suis promenée seule par ces chemins, sous ces voûtes d'arbres, sous cette lumière douce. Ah, ce silence, cette splendeur, cette musique de cigales, ces senteurs de terre, d'aromates, de fleurs, et toujours l'odeur irritante du musc, dominant tout, même en plein bois. Tout est musqué dans ce pays malais, jusqu'aux rats qui traversaient les chemins devant moi très vite, en faisant tout d'un coup quick, quick, avec des petites voix joyeuses d'oiseaux, en laissant dans l'air lourd la traînée musquée de leur odeur. Trois petits points. Assez vite, nous sommes remontés dans la mer de Chine, poussés par la mousson de sud-ouest. 2 hommes à la mer, un matin d'août. L'un d'eux, un de mes pauvres gabiers, se noie sous mes yeux, blessé en tombant, ne pouvant plus nager, appelant au secours. Trois petits points. Chargé à bord de la gymnastique et des gabiers. Les deux choses qui m'amusent le plus, sentant un renouveau de vie dans cette activité physique au grand air chaud. Je m'en allais gaiement, avec insouciance presque, vers l'enfer jaune, quand un jour vint la fièvre. Une fièvre brûlante, pas naturelle. On dit, c'est une insolation. Il y passera à son tour, comme ses gabiers, ce ne sera pas grave, et on me coucha. Le délire vint, avec la tête en feu, et le lendemain matin j'allais mourir, mourant. Je me rappellerai longtemps cette heure de tête-à-tête suprême avec la sombre visiteuse qui commençait à m'étreindre. C'était une angoisse physique très étrange. La sensation qu'on éprouve quand un membre s'est engourdi en restant trop longtemps immobile et qu'on le dirait mort. Cette sensation-là, mais oppressante, affreuse, gagnant le cœur. Une lucidité complète, la conscience de la fin.
Je voulais parler, me remuer, lutter, mais non, trop tard. Mes lèvres restaient mortes, ne remuaient plus. Et j'étais déjà raidie. Les 3 médecins du bord m'entouraient, me couvrant de brûlures que je ne sentais plus. Il y en avait un qui essayait de me pincer, sans doute très fort, et disait « Sentez-vous » mais non. Je ne sentais plus, et même je ne pouvais pas répondre non. Alors, ils crurent que je n'entendais plus et parlèrent librement. Il faut essayer de lui plier les bras, dit l'un. Mes bras étaient raides comme du fer. Ils ne le purent pas. Il n'a pas encore le hoquet de la faim, disait l'autre en me touchant la gorge. Veillez quand cela commencera. Et tout le passé de ma vie m'apparaissait dans une lumière étrange comme au fond d'un effroyable lointain. Mon angoisse était surtout de ne pas revoir ma mère. Mais je songeais avec une espèce de joie que toutes les fautes et les tourments de ma vie s'éloignaient dans un irrévocable effacement que la paix éternelle allait venir. Et puis tout à coup mes bras se détendirent, mes doigts crispés s'allongèrent, je sentis la douleur cuisante de toutes ces brûlures, et la parole me fut rendue. C'était fini, paraît-il, j'étais sauvée. J'étais bien, pourtant, dans ce rêve de néant. J'avais passé la minute d'angoisse suprême. J'étais arrivée à l'autre versant plus paisible de la route. Pourquoi m'avoir rendue à ce monde de passion, de remords, de complications inextricables où se débat ma vie? Pourquoi? Puisque surtout ce sera à recommencer cette minute effroyable que j'avais traversée. Après, je restai près d'une semaine dans une faiblesse extrême, pouvant à peine me soulever sans défaillir. C'est dans cette situation qu'un jour, j'arrivai au Tonquin, par un temps sombre de pluie. C'était le matin de bonne heure. Pierre Skoarnek, qui me veillait, me voyant ouvrir les yeux, me dit, guillemets, nous sommes arrivés au Tonquin, capitaine, fin de guillemets. L'Atalante marchait toujours, mais en effet, par mon sabord ouvert, je voyais vaguement passer des choses étranges, de gigantesques menhirs gris sortant de la mer comme des flèches d'église. Il y en avait des milliers qui défilaient les uns après les autres. C'était comme un monde de pierres debout, formant des avenues, des cirques, des dédales. Je crus que j'avais le délire encore, que je voyais des choses imaginaires, un pays dantesque. Mais non, c'était la baie d'Along, un pays unique au monde. Le lendemain, je pus monter sur le pont, c'était réel. J'avais le mal du pays comme un petit enfant, pendant cette convalescence, le mal de ma mère, et puis de certaines parties du bois de la Limoise, près du champ fruitier. Un moment, je fus menacée d'embarquer sur le Parseval pour rester 2 ans au Tonkin. Cela me redonna un peu de fièvre. Enfin, le 10e jour, je pus reprendre mon service. Le 15e, la gymnastique. La vie revint si vite, que le docteur s'étonnait. Je me sentais comme rajeunie, vivifiée, reposée. Puis nous quittâmes la baie d'Along pour Tourane et l'entrée de la rivière Hué. Il y eut la prise de Tuan Han, les 3 jours de bombardement. Les événements se précipitèrent sous l'écrasant soleil. Note. À la suite de quelques aventures individuelles hasardeuses, Garnier, Rivière, le gouvernement de Jules Ferry avait décidé une expédition militaire contre l'empereur Danam Tuduk, dont la cour réside alors à Hué. Une division navale confiée au contre-amiral Courbet et notamment composée de la Triomphante, sur laquelle Loti se trouve embarqué, arrive en baie d'Along le 2 août 1883. Le 20, les forts de Tuan Han, avant-poste de Hué, sont attaqués et pris. 5 jours plus tard, l'ANAM reconnaît le protectorat français. Reprise. Et après toutes ces agitations, la paix du séjour à Tourane commença pour nous. Une paix morne, une paix d'exil dans un coin perdu de l'Annam, et pour un temps indéfini.